Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons avant tout d'abord en kiosque, voir ce que la presse nous a réservé ce matin. On démarre donc avec le quotidien La Nouvelle Expression. Le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une parole présidentielle, ce que Paul Biya a dit sur le dauphin. Le locataire de Etoudi a accordé une interview à la chaîne télévision française France 24, une interview diffusée le 30 octobre 2007. Un entretien exclusif avec Ulysse Gosset, dont le contenu reste d'actualité sur les sujets majeurs de l'actualité nationale et internationale, notamment sur une éventuelle modification de la Constitution, la succession à la tête de l'État et la question d'un dauphin qu'il avait botté en touche. Écrit le journal. Conseil de la magistrature, un député dénonce le parlementaire du Social Democratic Front, Jean-Michel Nincho, condamne la marginalisation de l'Ouest de l'Ouest Cameroun dans les dernières nominations de Paul Biya. De même que le journal parle de l'affaire du CPP, la justice qui désavoue Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale. Le tribunal administratif du centre a statué contre le ministère de l'administration territoriale, rétablissant ainsi Kawala dans ses droits de présidente du CPP. Banjoun, les obsèques du maire renvoyées, ce qu'on l'on redoutait est finalement arrivé. Les procédures judiciaires en cours en France ne permettent plus d'inhumer Fotso Victor le samedi 20 juin 2020. À l'origine, quelques suspicions autour des causes véritables de la mort du patriarche de Banjoun. Électrification de l'Afrique, le soutien de la Banque mondiale. L'institution financière a décidé d'apporter environ 212 milliards de francs CFA pour accroître l'accès à l'énergie et permettre l'échange d'électricité entre le Cameroun et le Tchad. Le quotidien Le Messager met en sa une obsèque de Fotso Victor. Le quotidien Le Messager met en sa une obsèque de Fotso Victor et revient amplement sur cette actualité avec le tribunal de Nanterre, Paris-Nanterre, qui rejette la demande de l'autopsie introduite par un des fils du défunt. La famille dans l'attente de l'organisation des formalités du rapatriement de la dépouille du défunt maire de Banjoun. L'inhumation maintenue pour le 20 juin et les obsèques ultérieurement. Le journal pose donc la question, de même que le journal revient sur ce rapport des droits de l'homme du département d'État américain. Le journal indique que ce rapport épingle le régime Biya. La dernière sortie du département d'État accuse le pouvoir de violations graves des libertés, de même qu'il accuse aussi les séparatistes anglophones de commettre des exactions et sur l'armée et sur, évidemment, les populations. Le port de Kribi, les dockers de Kapemo en grève, écrit le quotidien Le Messager. En tout cas, ces articles, vous les retrouverez dans les colonnes du quotidien Le Messager. On poursuit cette revue de presse avec le quotidien Mutation qui met en ça une contractualisation des instituteurs, le malaise à la base. Les recalés dénoncent une injustice liée notamment à la limite d'âge. Pour sa part, le Minédub déclare avoir privilégié les candidats expérimentés. Le quotidien toujours dans la une du quotidien Mutation qui parle du CPP, l'UPC, l'Humanidem, le boulet rouge, le boulet de Atangandji avec cette déclaration de décision de justice qui vient d'être rendue. On se rappelle que le même problème qui se posait au CPP s'oppose aussi à l'UPC, de même qu'au Humanidem avec Anissé Kane d'un côté et Bombor Dieudonné Yebga de l'autre. Voilà pour ce qui est du quotidien Mutation. Émergence décrépitude Nextel dans la tourmente. Les déboires de cet opérateur télécom qui avait pourtant suscité des espoirs à son arrivée font craindre le pire avec une vague de revendications des employés qui veulent des meilleures conditions de salaire. Puis le journal Conditions de travail. Le journal parle aussi d'électricité, plus de 200 milliards pour interconnecter le Cameroun de Tchad. Le projet est financé évidemment par la Banque mondiale. Ce projet est financé sur fonds de crédit. Drame, 9 morts à Bankourin. Le journal Le quotidien de l'économie met en ça une perspective. Les pistes de la relance économique post-Covid-19, elles ont été évoquées récemment dans un rapport du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Ousmane Alamine. Puis le quotidien Cameroun Tribune lutte contre le coronavirus, le précieux soutien du Maroc et de la Chine au nom du président de la République. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gogo, a réceptionné successivement hier à l'aéroport international Yaoundé-Simalène d'importants dons
de matériel offert par le roi Mohamed VI et le président Xi Jinping de la Chine. Voilà pour ce qui est donc de la revue de presse. Place à présent avec évidemment nos deux invités du jeudi, Camille et Gervais Fongan. Pour une fois, Gervais Fongan, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul, la voix de l'Est, et bonjour à doyen Camille Nélin, que le monde continue à nous envier, et bonjour à tous ceux qui prennent du plaisir à regarder la revue des unes qualitatives qui paraissent au Cameroun, Sacré Gervais Fongan, au pays de Samuel et tout. Et l'actualité qui vous a marqué? Alors, moi j'ai été, je vais dire, séduit par la ténacité, la témérité de Kawala. Vous savez que le 17 juillet 2018, le MINAD avait destitué Kawala de la présidence du CPP pour la faire remplacer par Samuel Titafon et donc elle a introduit un recours pour indiquer que... Au tribunal administratif du centre. Tout à fait, pour indiquer que c'était totalement illégal et que le ministre de MINAD, tout un ministre de l'administration territoriale avait outrepassé ses fonctions. Parce que il n'a pas pour rôle de désigner les responsables, mais plutôt de réguler et organiser l'activité des partis politiques. Et donc, elle avait introduit un recours et le 16 juin, c'est-à-dire avant-hier... Elle a eu gain de cause. Elle a eu gain de cause et elle est rétablie, donc le droit a été dit, elle est à nouveau présidente du CPP. Et moi, c'était une actualité qui m'a énormément marqué, parce que voyez-vous, voilà tout un MINAD qui est désavoué par une juridiction de ce pays, et moi ça m'a interpellé comme une sorte de lueur d'espoir. Ça rassure d'ailleurs qu'il y a encore des magistrats qui font courageux, qui peuvent dire le droit avec froideur et avec lucidité. Je pense que la seule chose qu'on ne réussit pas dans la vie est celle qu'on n'a pas essayé. Et donc, quand vous avez le sentiment que vous avez pleinement raison, il faut essayer. Dans ce que vous faites, il faut toujours essayer, il faut y croire jusqu'au bout et il faut foncer. Donc, j'ai été bravo à Kawala et à Franck ici pour cet acharnement, pour cette ténacité, pour ce courage. Et ça veut dire qu'un autre Cameroun est possible. Le troisième régime, la transition se met de manière progressive en place et on a les magistrats courageux. Il faudrait qu'on en ait davantage pour qu'ils prennent des décisions courageuses et qu'on ait le Cameroun que nous souhaitons tous. Gervais Fongan, ça me réconforte et ça rejoint cette citation qui dit qu'une parole de vérité pèse plus lourd que le monde entier. Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Bonjour. Ça vous fait sourire, Camille? Bah oui, vous avez des dictons qui sont tellement pertinents que je les inscris parfois en lettres d'or dans ma chambre. Comme il y a un qui m'a particulièrement séduit, quand vous dites que le chien a beau avoir 4 pattes, il ne peut suivre qu'un seul chemin à la fois. Bonjour Jean-Paul Chouniat, bonjour Gervais Fongan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Moi, ce qui m'a marqué, c'est une mésaventure qui a failli m'arriver hier. C'est-à-dire que je me réveille le matin. Votre actualité personnelle. Ah oui, mais par contre qui touche tous les Camerounais. Je me réveille, quelqu'un m'appelle au téléphone, il dit oui monsieur, je viens d'envoyer 100 000 francs par erreur dans votre compte. S'il vous plaît vraiment, est-ce que vous pouvez me renvoyer ça parce que c'est une erreur. Bon, mais vraiment pour vous, votre bonus, prenez 5 000 francs. Je dis, il n'y a pas de problème. Je regarde, je vois bien, Orange Money, votre compte vient d'être traité de 100 000 francs. Bon, j'appelle le numéro. Je dis, bon, mais j'envoie ça à quel numéro? Il dit, non, envoyez à ce numéro-ci. Bon, j'envoie. Le message arrive en disant que la transaction a échoué. Je rappelle ce monsieur, dit, mais la transaction a échoué. Il dit, non, c'est pas compliqué. Moi, je vous fais donc un appel. C'est-à-dire que vous confirmez juste avec votre mot de passe. Et là, ça me fait tiquer. J'appelle donc Orange. Orange me dit que monsieur, vous êtes victime d'une tentative d'arnaque parce que si vous aviez envoyé votre mot de passe pour valider cette transaction, on aurait vidé tout votre compte. Et à l'avenir, chaque fois que vous auriez eu un dépôt d'argent, il devrait le valider. Alors là, j'appelle ce matin tous les Camerounais qui reçoivent un dépôt et quelqu'un leur dit que j'ai envoyé de l'argent. Un dépôt fictif. Un dépôt fictif. D'ailleurs, puisque le temps que j'appelle et que je revienne, j'ai réalisé que cette conversation et même ces messages ont été effacés. Donc faites très très attention. Quand quelqu'un vous dit que j'ai envoyé de l'argent dans votre compte par erreur, c'est une opération pour vider votre compte. Non, je voudrais quand même savoir, les 100 000, vous les avez toujours dans le téléphone? Non, l'opération a échoué. Non seulement l'opération a échoué. Il a reçu d'abord les 100 000. Oui, mais quand il a senti que je n'ai pas rappelé
Hein? Il m'a appelé 2 ou 3 fois pendant que j'étais au téléphone avec Orange. Maintenant, le temps de revenir, et l'opérateur d'Orange m'a dit que non, une opération comme celle-là, c'est très simple. Elle vous demande, est-ce que vous consentez à recevoir cet argent? 1, vous confirmez. 2, annulez. Il me dit que quand vous avez un appel comme ça, annulez, et le type ne reviendra plus. Et c'est comme ça que maintenant, au moment de revoir, j'ai vu que et le message de 100 000 francs et tout le reste avait disparu du téléphone. Donc, faites très attention. On peut vous siphonner tout votre compte tout simplement parce que quelqu'un vous a dit que je vous envoie de l'argent par erreur. Voilà qui est bien dit. On va avoir surtout aussi de la compassion pour cette famille qui traverse un moment douloureux. Cette dame au marché des Kounous qui cuisinait et elle a décroché son téléphone portable, la bouteille de gaz a explosé. Wow. Elle est dans un piteux état, elle a perdu 2 enfants, elle-même étant enceinte. Le bébé, le fœtus n'a pas succombé à cet accident, à ce drame. Autant dire qu'il ne faut pas utiliser le téléphone dans la cuisine. Tout à fait, donc on profite pour l'occasion pour demander aux ménagers, tous ceux qui font de la cuisine, d'éviter d'utiliser le téléphone à la cuisine. Ils sont tous accrochés à WhatsApp, voilà. Même dans la cuisine. D'éviter, pendant que le téléphone est à la charge, de communiquer lorsque le téléphone est à la charge, voilà. D'éteindre son téléphone, de ne pas communiquer lorsqu'on est à la station-service en train de consommer du carburant. Voilà. Ça pourrait causer un drame. Voilà qui est donc bien dit pour cette partie de sensibilisation. Camille Nélé, ce matin, on démarre par le quotidien Le Messager. L'affaire Photo Victor qui revient encore. On avait prévu ses obsèques, son enterrement pour le 20 juin. Il n'y aura plus d'enterrement. Un des fils du défunt, Jean Photo, qui réside en France, estime que la façon dont son père est décédé est quelque peu suspect. Il exige une autopsie et du coup, tout est à refaire. Comment comprendre, puisqu'il avance comme raison, qu'il y a un certain nombre de transactions qui ont été faites sur les comptes personnels du défunt, quelques jours avant sa mort, de même que d'autres mouvements sur des comptes d'entreprise du défunt. Les suites du décès du milliardaire Photo Victor ont créé une situation tout simplement pathétique, mais surtout honteuse. Honteuse parce que M. Photo Victor ne méritait pas cela. Il ne méritait pas qu'il y ait une véritable danse de vaudou autour de venant encore de ses enfants. Venant de sa famille nucléaire, ses enfants, ses épouses et de ses beaux-fils. C'est tout simplement honteux et c'est malheureux. C'est malheureux que chez nous, que ce soit uniquement chez nous, que les gens attendent la mort d'un membre, d'un pivot de la famille pour se transformer en loup. Voilà. Et moi je dis aussi que quelque part c'est aussi un peu de sa faute, un peu de sa propre faute, parce qu'à 94 ans, on sait qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps à vivre, parce que si déjà vous êtes arrivé à 94 ans, ça veut dire que Dieu vous a accordé beaucoup de temps. Et vous savez très bien qu'à cet âge-là, il vous reste moins de temps à vivre que ce que vous avez vécu. Il aurait pu faire un testament. De l'ordre dans tout ça. Mettre un testament, dire ce que vous devez faire après ma mort, et je ne veux pas ceci, je ne veux pas que cela soit fait. Ça, c'est la chose la plus simple. Et beaucoup de nous, grands capitaines d'industrie, beaucoup de nous, grandes fortunes ne l'ont pas fait. On a vu l'exemple avec Paul Sopo-Priso, qui aujourd'hui, qui est décédé en 1996. Jusqu'aujourd'hui, tout est arrêté. La succession est complètement bloquée. C'est les avocats et les notaires qui s'engraissent, tandis que les enfants sont toujours divisés. Et on le voit avec d'autres. Mais là, avec quelqu'un de très fort comme M. Photo Victor, c'est tout simplement honteux. Honteux que le procès, honteux que la conduite de ces obsèques soit dirigée ou soit discutée sur un tribunal, devant un tribunal français à Paris, à l'étranger, alors que son corps est encore à la mort. Vraiment, ça donne la chair de poule tout simplement. Mais au-delà de cela, on réalise aujourd'hui que il a un de ses fils qui vit en France, qui a saisi la justice. Il y a ses veuves. Qui ont saisi le gouvernement, la région de 18 de 25 veuves ont saisi le gouvernement. Il y a les beaux-fils par là, il y a l'autre fille, Maptué, qui est maire du Bandou. Bref, c'est un véritable ring aujourd'hui dans lequel les ayants droit et les héritiers sont en train de se donner des coups qui n'honorent vraiment pas la mémoire de cet homme. Alors, faudrait-il que ce soit le tribunal parisien qui dise que, bon, écoutez, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Et même le fils de Victor Photo qui vit en Paris a même exigé une autopsie en estimant que son père serait mort dans des conditions suspectes.
alors que sur son certificat de gendarmerie, il est spécifié qu'il est mort d'une insuffisance rénale, d'une insuffisance cardiaque. À cet âge-là, il est tout à fait normal que ses organes soient vraiment faibles. Mais franchement, il faut que cette famille se ressaisisse, il faut qu'elle fasse tout pour étaler le moins possible la dépouille de ce grand homme sur la place publique. Guy Hervé Fongan, est-ce que les raisons qu'avance le fils du défunt, qu'il suspecterait, il suspecte qu'il y a eu des mouvements de fonds sur le compte du défunt et il exige une autopsie, est-ce que là, est-il en train de dire implicitement que Photo Victor a été tué par ses proches? Oui. Oui, parce que ça m'oblige à observer 3 choses dans cette actualité. La première, pour dire que j'ai vraiment du mal à cacher mon inconfort quand le doyen semble dire que c'est de la faute de Photo Victor parce qu'il n'a pas tout préparé, tout prévu. Il pense que nous avons un devoir de vérité et de restituer les faits. Un testament a été fait en bonne et due forme. Il est allé plus loin en laissant 2 milliards de francs pour organiser ses obsèques. Et c'était connu les 2 milliards? Connu. C'est-à-dire qu'il a préparé... Les milliards sont connus. C'est-à-dire que jusqu'à dire comment est-ce qu'il veut que ça se passe. Ça, c'est connu de la famille. Mais personne ne dit, ça, on sait. Personne ne dit ça, on sait. Donc, il a tout préparé. Personne ne dit ce que le testament. Et parlant de testament, je veux dire que je ne vais pas trahir un secret. Vous connaissez tous l'histoire d'un de ses fils qui allait déshériter tous ses frères au point de refaire le testament, totalement en zéro. Cette histoire est connue par beaucoup de Camerounais. Un de ses fils allait voir un notaire. Il est corrompu, il a déshérité tous ses frères. En quelle année Guy Hervé? Je vais dire que on doit peut-être c'est pour montrer qu'il y a le couteau dans la plaie. Non, c'est pas pour dire que de son vivant. C'est pour montrer qu'il y a beaucoup de mauvaises intentions, même de son vivant. Et il le savait. Et rapidement, il était informé, il a pris les dispositions pour régler tout ça. La deuxième chose que je voulais dire, c'est... Et pourquoi ça arrive s'il a tout réglé? Parce que malheureusement, vous savez, il y a des enfants qui sont d'une cupidité, j'allais dire surréaliste. Moi, je connais l'histoire d'un autre capitaine d'industrie de ce pays, dont un des fils est avocat, qui allait porter plainte à son papa, parce qu'il estimait que son papa dilapidait la fortune. Ils sont allés jusqu'à la Cour suprême de son propre père. Et son père qui a fait de lui ce qu'il est, il est brillant avocat au barreau de Paris. Son père est homme d'affaires au Cameroun, il est multimilliardaire. Et à la Cour suprême, les gens devaient de lui rionner. On l'a rionné pour lui dire que, écoute, cet argent, c'est l'argent de ton père, il en fait ce qu'il veut. Toi, il n'est pas le tien. Mais au point où tu as le courage de porter plainte à ton père parce que tu estimes qu'il dilapide les biens et que les biens sont mal gérés. Non, on lui a dit à la Cour suprême, le procès allait très très loin et on lui a dit que, mais écoutez, il faut arrêter ça. C'est l'argent de ton père, il en fait ce qu'il veut. Donc c'est pour dire qu'il y a des enfants qui sont d'une cupidité surréaliste. Donc il avait réglé ça de son vivant, sauf qu'il y a toujours des enfants, il y a toujours des querelles. Qui estiment qu'ils doivent tout contrôler. Voilà, il y a tout contrôlé et il y a toujours des bagarres, c'est tout à fait, ça peut arriver. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est pour dire qu'au regard de ce qui se passe, on frictionne même trouble à l'ordre public. Et Photo Victor n'appartient plus à Banjoum, n'appartient ni à sa famille. Je crois qu'il appartient au Cameroun et même à l'Afrique. Vous voulez appeler le gouvernement? Je pense qu'il faut que ça aille au-delà, que le gouvernement intervienne pour régler de manière pacifique cette affaire. Parce que rappelez-vous, le drame de ce pays, c'est que la plupart de ces capitaines d'industrie, quand ils décèdent, le patrimoine disparaît. Vous vous souvenez de l'histoire de Kamler. Dès que le PDG était, le fondateur est mort, l'entreprise est tombée. Au regard de ce qu'il apporte en termes de création d'emplois et de richesse, je suis de ceux qui ne pensent qu'il ne serait pas normal que ce patrimoine disparaisse parce que les enfants se font la guerre. Je pense qu'il est temps qu'on règle ça. Parce qu'imaginez qu'il y a autant de querelles pour la date de l'enterrement. Imaginez ce qui va se passer au moment de désigner le successeur. Ou au moment de lire le testament. C'est la question que je voulais vous poser. Je crois que les gens vont se crêper le chignon. On risque de voir des coups de feu passer par là. Donc, il faut que l'État régule ça. Oui. Et que ce capitaine d'industrie soit protégé, que son patrimoine puisse survivre après lui. Après lui, et ce serait Jean-Paul Chinois, nous n'allons pas ouvrir un débat sur la responsabilité du patriarche Photo. Ce qu'on sait, tout le monde sait qu'il avait prévu 2 milliards pour ses obsèques, mais seulement, ce qu'on sait aussi,
Bon, ce que lui sait, il dit que de son vivant, M. Fotso avait vu un de ses fils déshériter les enfants. Et vous savez très bien que quand telle situation arrive, il doit savoir que pire peut arriver après sa mort. Et moi, quand je dis... il fallait anticiper. Je n'accuse pas M. Fotso. Et puis, bon, je dis tout simplement que un testament... vous dites qu'il n'a pas désigné un successeur. On a encore l'enterrement. Enterrons-le d'abord. Quand un testament... Le testament est écrit, il reflète les dernières volontés du défunt et ces volontés-là sont exécutées et sont respectées comme des ordres militaires. C'est pour ça que moi je pense qu'il n'y a pas eu de testament. Parce que non, on n'a même pas encore enterré. S'il y avait... Mais dès lors je dis le testament dit au cas le jour de ma mort, dès que je meurs, je souhaite ceci. Ça a été fait. Je ne pense pas puisque les gens sont au tribunal. Qu'est-ce qui explique que les gens sont au tribunal? Parce que devant le tribunal, on aurait brandi ce testament et tout se sera arrêté. Non, moi je suis en train de dire que c'est vraiment malheureux. C'est malheureux que ce soit justement Victor Fotso qui a fait Bandjoun, qui a fait le Conquis, qui a fait la fierté de l'Ouest, qui a fait la fierté du Cameroun, qui soit traîné dans la boue comme ça, quelques temps seulement après sa mort. C'est ça qui est malheureux et c'est ça qui est tout simplement pathétique. Il y a aussi eu cette caricature de West Echo où le patriarche Fotso apparaissait se posant la question: si bagarre comme ça pour mon enterrement, que se passera-t-il alors pour ma succession? Je pense qu'il faut dire une chose importante pour sortir du sujet. La suite, c'est quoi alors? Non, la suite, il faut dire que je suis Fotso Victor. Au regard de ce qu'il représentait pour le Cameroun et l'Afrique, ne mérite pas un enterrement aussi sommaire et banal. Parce qu'il y a aujourd'hui dans la famille un clan. Il y a un clan qui estime qu'il faut rapidement, d'ailleurs le clan qui militait pour la date du 20 juin, qu'il faut rapidement faire le deuil, l'enterrer, passer à autre chose et se partager les 2 milliards. C'est un clan. Il y a un autre camp qui estime que le patriarche mérite un deuil à la dimension de ce qu'il représentait. Je pense que c'est et à votre avis? Et c'est plutôt ce camp qu'il faut soutenir. Il mérite un deuil à la dimension de ce qu'il représentait pour le Cameroun et de l'Afrique. Et on peut garder son corps 1 an à la mort. Je veux dire que ce n'est pas... C'est pas les frais de mort qui vont marquer. C'est pas problème. Donc je pense qu'il mérite un enterrement digne à la hauteur de l'homme qu'il a été. Et il faut pas accepter un enterrement aussi précipitamment. En gardant le corps à la mort, c'est mettre le corps de Victor Fotso sous séquestre. Ça, c'est indigne. Voilà. Non, il mérite un enterrement à la hauteur. C'est pas indigne. C'est seulement pour lui offrir les obsèques à la hauteur de ce qu'il a représenté. Il a gagné 2 milliards. Pour avoir les obsèques à la dimension de ce n'est pas toujours l'argent qui fait la grandeur des obsèques. On est arrivé, on est au Cameroun. Oui, on est au Cameroun. Peut-être la réussite des obsèques, c'est de voir traîner beaucoup de monde. On sort de ce sujet pour parler à présent Camille Nélé du Conseil de la magistrature avec ce coup de gueule de Jean-Michel Ninthieu qui déclare, il condamne la marginalisation de l'Ouest Cameroun dans les dernières nominations de Paul Biya. Comprenez-vous cette indignation? Il dit clairement que l'équilibre régional n'est pas respecté. Les éclats de voix de Jean-Michel Ninthieu sont le plus souvent spectaculaires et parfois font avancer le débat. C'est-à-dire qu'il fait même preuve d'une témérité extraordinaire à l'Assemblée nationale pour dire des choses que les autres députés n'ont pas le courage de dire. Et c'est ça qui en fait certainement un député atypique. Mais seulement cette déclaration qu'il vient de faire est tout simplement non seulement excessive, donc forcément dérisoire, mais n'a pas de sens. Comment voulez-vous que lui, député, puisse dire que les nominations de Paul Biya, dans les nominations de Paul Biya, il n'y a aucun ressortissant de l'Ouest? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas à lui de soulever ce genre de problème au moment où on est en train de faire un effort pour lutter corps contre cette montée du tribalisme, cette velléité affirmée chaque jour. Lui pose un problème d'équilibre régional. Non, mais équilibre régional, c'est parce que si vous lisez l'article, vous verrez qu'il a dit qu'aucun natif de l'Ouest n'a été nommé. C'est ça le problème. Il ne faut pas s'arrêter au titre. Et que dans les nominations de Paul Biya, il y a d'autres régions qui ont deux ressortissants, plus deux ressortissants. C'est de ça que je parle. Ça, ce sont les nominations de Paul Biya qui relèvent du pouvoir discrétionnaire de Paul Biya. Moi, je pense que si on en est là, c'est-à-dire s'il faut que chaque fois que Paul Biya fait une nomination, on s'assure que les 10 régions sont représentées. On la prenne et on la sente, on la une pour savoir qui n'est pas représenté, qui n'est pas. Vraiment, nous ne sortirons pas de l'auberge. C'est pour ça que moi je dis que M. Ninthieu, l'honorable Ninthieu, vraiment avec tout le respect, il a raté une occasion de se taire et c'est pas à lui de faire ce genre de déclaration et surtout d'estimer qu'aucun natif de l'Ouest n'a été nommé. Non. Est-ce qu'on peut compter là où les natifs de l'Ouest sont nommés et les autres ne sont pas nommés? Si tout le monde faisait ces réclamations chaque jour, on n'en sortirait pas. Moi je dis que c'est une déclaration malheureuse et elle n'est pas bien du tout. Guy Fonga.
J'ai failli bondir de mon siège. Enfin, bondir de là où je suis quand Bon, vous êtes debout, vous n'êtes pas assis. Bondir quand j'écoute le doyen dire que c'est dérisoire et qu'il n'est pas dans ce rôle. C'est excessif. Non, mais c'est incroyable. Le rôle d'un député, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. S'il ne le fait pas, qui le fera? Il est dans son rôle Donc c'est fondé, de mais c'est surveiller excessif. et de veiller, de contrôler l'action gouvernementale. Donc, il est strictement dans le cadre de ses prérogatives en tant que député. Il doit le faire, il doit le dire. Alors, une fois que j'ai dit ça, il faut noter que il est important que le député attire l'attention de l'exécutif en faisant remarquer que dans ces nominations-là, il y a des régions qui ont été exclues, notamment la région de l'Ouest. Le dire, ce n'est pas excessif. Je pense que c'est tout à fait légitime. Et je veux dire que les revendications, je pense qu'il ne faut pas réduire le combat de Jean-Michel Nithieu depuis qu'il est derrière. C'est un des rares parlementaires que même n'ayant pas bien que les effets minoritaires, parlementaire qui est le seul qui monte au créneau et qui fait bouger les lignes. Donc, quand il tire la sonnette d'alarme sur le cas d'espèce, c'est pour dire qu'en fait, il faut faire attention parce qu'il n'est pas normal qu'une région qui a les profils, qui a l'expertise, qui a les compétences, soit ignorée de ces nominations-là. Quand on sait que depuis 3 ans, le Conseil de la magistrature ne s'est pas réuni, il n'a pas siégé. Et il est tout à fait maladroit pour l'exécutif de n'avoir pas pensé à cette autre région-là. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, il y a comme une récurrence du discours de l'équilibre, de la cohésion sociale, du vivre ensemble, etc. Le vivre ensemble passe aussi et surtout par l'intégration de tous les fils et filles qui ont l'expertise et le profil à la construction de notre État-nation. Et si dans une région, on prend 2, 3, 4 personnes, alors qu'ailleurs on n'a rien pris, ce n'est pas normal. C'est tout à fait... je vais dire que c'est même cruel, c'est criminel. On peut avoir une région qui a 3, 4 personnes. Les autres qui ont le profil de l'emploi n'ont rien. Et vous voulez que les gens se taisent? Ce n'est pas acceptable dans un pays qui prend le vivre. Il faut dénoncer ça et l'honorable est dans son rôle. C'est compris, Guy Avefonga. Guy Avefonga, vous avez fait une éclatante démonstration par l'absurde que M. Nithieu a le droit en tant que parlementaire, oui. De se réveiller parce que il y a certaines régions qui ont l'expertise. Quelles sont les régions qui n'ont pas d'expertise dans ce pays? Quelles sont les régions qui n'ont pas de personnalité? Quelles sont les régions qui n'ont pas de profil? Laissez-moi terminer. Quelles sont les régions qui n'ont pas de profil? Et moi, je suis un raisonnement par l'absurde. Je suis en train de dire qu'il y a des gens qui ont 4, laissez pas de représentants et d'autres n'ont rien. Mais de ça, laissez-le aller au bout de sa ceux qui viennent d'être nommés. Est-ce que vous avez donc scruté la composition du Conseil supérieur de la magistrature? Oui. Et vous savez, vous pensez que là-dedans, il y a certaines régions qui n'ont pas de représentants? Oui. Non, c'est une... Oui. Non. Oui. Non. Nous n'allons pas en faire un débat. C'est un sujet absolument accessoire. Mais ce que je dis, et je pense... Ils ont pourtant l'expertise. Le député... Mais ils sont exclus. Le député a le droit de dire certaines choses, mais quand il dit que certaines personnes, que l'Ouest en particulier n'a pas... Moi, je pense que c'est un faux débat, c'est un mauvais débat. Il y a cette une du quotidien, du journal du hebdomadaire L'Œil du Sahel qui évoquait le cas de la partie septentrionale du Cameroun, oui, où le dernier président du conseil d'administration qui était à l'arrêté a été mis de côté, et le journal indiquait également que le Grand Nord est complètement mis de côté dans les conseils d'administration. Est-ce que c'est, au regard de toutes ces revendications, là où ces observations, est-ce que quelque part il faut aussi scruter le problème avec un peu plus de circonspection? On doit même le scruter avec beaucoup plus de circonspection. On doit interpeller le chef de l'État dans ces nominations. Dans ces nominations, par exemple, des présidents de conseil d'administration, vous voyez des gens qui ont servi l'État jusqu'au niveau le plus haut. Je donne l'un des exemples comme ça. L'un des derniers, le dernier Premier ministre qui vient d'être nommé président du conseil d'administration de je ne sais plus trop quoi, de la SNI ou je ne sais pas quoi. Non, moi je pense que quand des communautés sincères se posent des questions, elles devraient même se poser des questions. Elles se posent ces questions depuis longtemps à d'autres niveaux. Quand on regarde par exemple le nombre de gouverneurs qu'il y a dans ce pays, on verra qu'il y a des communautés, il y a une communauté dont les ressortissants sont supérieurs aux autres. Quand on regarde le nombre... Peut-être parlons en termes de région. Le nombre de régions, moi je parle de région. Parce que même au niveau de communauté, dans une région, ça pose un problème. C'est pour cela que je dis que s'il fallait donc regarder, satisfaire tout le monde, chaque communauté dans chaque région, on n'en sortirait pas. C'est-à-dire que le Cameroun aurait 1 million de postes. C'est pour ça que moi je pense que, quand il s'agit d'une décision discrétionnaire du chef de l'État, moi je pense qu'il faut la regarder telle qu'elle et ne pas chercher à couper les cheveux en 4 et 1. Et de 2, et je crois que des régions comme l'Extrême Nord, par exemple, qui estiment qu'aucun
de ces ressortissants nés dans un poste de directeur général. Je parle du Grand Nord. Je parle du Grand Nord, c'est-à-dire d'abord à l'extrême Nord. Tout à fait. Quand on pose un problème comme celui-là, moi je pense qu'il est assez sérieux. Il faut le regarder avec sérieux. Mais on ne peut pas parler, on ne peut pas en dire autant de l'Ouest, qui dans le gouvernement compte tel nombre de ministres, qui même à l'Assemblée nationale a un nombre important d'élus. Et même de directeurs généraux. Moi, je pense que le débat n'est pas au niveau de commencer à compter les gens en disant que non, nous sommes exclus ici, nous sommes là-bas et les autres ne sont pas là. Parce que le débat, finalement, ce n'est pas d'équilibrer tout ça dans vous pouvez équilibrer 18 millions de Camerounais dans les... Moi, je pose juste la question. Non, c'est une chimère. Moi, je pense qu'on fait... C'est vrai que notre pays a un problème réel de gouvernance. Il a un problème réel de choix. Il a même un problème réel de ressources. Parce qu'il y a des gens qu'on nomme, de profil, il y a des gens qu'on nomme qui n'ont pas le profil de l'emploi, qui ont fait des gaffes par-ci, qui ne méritent même plus de revenir, mais qu'on nomme, qu'on enlève, qu'on ramène, qu'on nomme. C'est-à-dire qu'il y a ce problème. Ça, c'est à dénoncer. Non, c'est à dénoncer. On le dénonce, mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on vient de nommer 6 ou 7 personnes, on essaie de regarder maintenant combien de Bangladesh là-dedans, combien de Sawadada, combien. Non, moi je pense que c'est. En tout cas, on sort de ce sujet. Guy Hervé Fongan, pour sortir de cette émission, il y a eu ce mouvement d'humeur des enseignants, des instituteurs qui estiment qu'ils ont été marginalisés dans le recrutement à la fonction publique, évidemment frappés par la limite d'âge, et le ministre qui indique qu'il a privilégié les enseignants expérimentés. Comment comprendre ça? Non, c'est simplement ce que j'ai souvent dit avec peut-être pas assez d'emphase, mais simplement pour remarquer que c'est un indicateur clair de ce qu'on est malheureusement dans une bureaucratie qui est à la fois lourde et tatillonne. Parce que voyez-vous, vous avez des instituteurs académiques qui sortent de l'école, qui parfois attendent plusieurs années avant d'être recrutés. Entre-temps, l'âge avance et après, plus tard, on vous dit que vous avez dépassé l'âge. Je pense que c'est irresponsable et c'est totalement cruel et criminel. Parce qu'il ne faut pas être admis à un concours. Vous êtes admis à un concours, vous déposez un dossier, vous attendez 3, 4, 5 ans avant d'être appelé ou intégré. Après, vous avez dépassé l'âge. Frappé par la limite d'âge. Je pense que les cas comme ça sont récurrents. Et je pense que cette chosification du corps enseignant, qui semble être devenu quelque chose de banal dans notre pays. Il faut revoir ça rapidement. Il faut revoir ça. Et j'ai souvent dit, comme il y a les gens qui sortent de l'école, je pense que c'est le lieu peut-être d'en reparler. Il y a les élèves, quand ils sont admis au concours de l'école, ils commencent déjà à être payés, comme ceux de l'ENAM. D'où vient-il que quand vous avez le concours de l'école normale ou du Sénat, les autres concours, il faut attendre des années. Vous finissez vous pouvez attendre 5 ans sans jamais rien percevoir. Je pense qu'il faut qu'on arrête de chosifier l'enseignant, de le sacrifier comme ça, et qu'on restaure l'enseignant dans sa noblesse et qu'il soit plus un fonctionnaire entièrement à part. Camille peut sortir, le gendarme Carlos Minoué va nous le permettre. Ce rapport de droits de l'homme du département d'État américain qui indexe encore une fois de plus le régime Biya de graves violations des libertés. Comment comprendre ces rapports successifs et continuels du département d'État? C'est l'hôpital qui se manque de la charité. C'est-à-dire au moment où aux États-Unis on voit des policiers, un policier qui vient de tuer en mondovision une personne, une violation flagrante, terrible, criminelle des droits de l'homme, où l'on voit la police et l'armée tirer sur les populations qui sont en train de manifester. On vient de donner des leçons au Cameroun. On vient de donner des leçons au Cameroun, mais seulement quand on lit même ce rapport, il est tout simplement acrobatique. Parce que quand ils veulent parler de la guerre du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, ils dénoncent les méfaits des militaires sur les populations. Et de l'autre côté, ils dénoncent, oui, les séparatistes tuent aussi les hommes. Sans dénoncer avec force. Ils parlent aussi de Boko Haram. Oui, les gens de Boko Haram brûlent les villages, mais les militaires aussi tuent des gens. Donc, ça veut dire que c'est un rapport ambigu. Au moment où les États-Unis doivent rendre compte sur la situation des Noirs et des libertés aux États-Unis, ils se permettent de donner des leçons à l'Afrique. Vraiment, ça, c'est l'hôpital qui se manque de la charité. Merci, cher monsieur. Merci au gendarme de l'antenne Carlos Minoué. La pensée du jour, c'est évidemment la vie, c'est la mort sans repos. La vie, c'est la mort sans repos, le disait Paul Morand, écrivain et diplomate français. Donc, la mort, c'est une mort avec repos. Madame, messieurs, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision.